Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bonjour Mallory. Dans le cadre des investigations Griffasi, nous allons procéder au premier protocole du cycle 255 dont tu ne connais pas le sujet. Tout à fait. Cette investigation comprend deux parties, comme d'habitude. D'abord une première partie avec des questions fixes dans laquelle je ne pourrai pas approfondir tes recherches. Et puis une seconde partie avec des questions plus libres. Le sujet est exploré au même moment par d'autres duos à travers le monde et principalement aussi en France. Alors, on est parti? On est parti. Allez, alors, installe-toi confortablement. Voilà, tu fermes les yeux, tu te détends et tu prends, Julien, une profonde inspiration par le nez. Inspire profondément et tu expires longuement également, calmement. Et tu te détends tout le corps. Je fais un décompte de 3 et à chaque palier, à chaque inspiration, tu te détends. Ton esprit est de plus en plus libre et tu t'enfonces. 3. Tu te laisses aller, tu laisses le mental de côté. Tu t'enfonces à l'intérieur. 2. Et 3. Détendu. Comment vas-tu, Julien? Ça va, merci. Alors, Julien, maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu te connectes à l'ouragan Milton. Et à 3, tu me dis comment tu le perçois ou comment tu le visualises uniquement sur le plan métaphysique. 1, 2, 3. Alors, ce que j'ai perçu dans un premier temps, c'était une sorte de cyclone qui se déplaçait comme ça. Puis tu as dit sur le plan métaphysique. Et là, j'ai vu, eh bien, comme s'il y avait des visages à l'intérieur. Mhm. Et j'ai entendu Tempête d'âme. D'accord. Visualises-tu autre chose sur le plan métaphysique? Non. Non. Deuxième question. L'ouragan Milton est-il un phénomène naturel? Que comprends-tu à son sujet? Alors, la première réponse qui m'est venue, c'est non. C'est pas naturel. Ça a été créé de manière pas spécialement volontaire, mais c'est en lien avec les activités humaines. Et, mais aussi, il y a une composante bah, plus ésotérique. Euh, Là, qui me vient, c'est une sorte de hangar dans lequel les scientifiques testent des choses et et c'est un petit peu comme si l'expérience qui est faite à ce niveau a des répercussions à un niveau plus global, comme s'il y avait
une sorte de résonance entre le climat général et ce qu'ils font dans le cadre de leur simulation. Mmh. Bien, très intéressant tout ça. Je passe donc à la troisième question. Maintenant, Julien, régresse dans le temps et retrace la trajectoire de l'ouragan Milton et dis-moi tout ce que tu perçois. Alors, ce que j'ai eu comme perception, c'est une sorte de, de cercle qui a dévalé la, la côte est, mais pas dans le sens que j'aurais pu croire. C'était allé vers le bas. Et, et après, ça a tourné, genre, comme si ça faisait une spirale qui était centrée sur l'océan Atlantique. Mmh. L'impression que j'ai, c'est un petit peu comme si j'ai vu la scène à l'envers. Donc, à l'endroit, il y a, ça va donc dans l'autre sens, du milieu de l'océan Atlantique, mais il y a un phénomène rotatif qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Et, mais il y a aussi autre chose, comme un cône jaune qui est, qui vient du bas, qui vient donc ouais, du sud. Euh, Ça serait à 200-300 km de la Floride. Donc ouais, il y a cette espèce de vision jaune comme si c'était venu se marier avec le mouvement général en spirale euh, en expansion que j'avais vu un peu plus haut dans l'océan Atlantique. OK. Donc ça, c'est avant, heu, la production du cyclone? C'est le déroulé complet. Mmh. Donc, pour ce qui est de ce qui s'est passé avant, euh, je vois comme une sorte de colonne. Ça peut ressembler à une tornade, mais c'est beaucoup plus cylindrique. Ça tangue. Mmh. Et c'est donc voilà, c'est placé au niveau de l'océan. Mais là, ce que j'ai, c'est que c'est un petit peu vivant. Ça hume. Ça hume. Et il y a une activité ésotérique à l'intérieur euh, qui n'est pas nécessairement visible. Elle est cachée derrière les parois grises de ce cylindre qui tangue. D'accord, très bien. Quel a été l'impact du phénomène météorologique sur la conscience collective des habitants des États-Unis? Alors, c'est il y a un aspect comme d'habitude, sont confrontés régulièrement à des phénomènes un peu extrêmes d'un point de vue climatologique, climatique. Euh, il y a la... Donc il y a le cirque médiatique, la foire à l'émotion,
Euh, et il y a la récupération politique, ça devient plus un phénomène préélectoral qu'un- que quelque chose de purement climatique et d'une catastrophe naturelle. Dans la conscience, tout se mêle. Euh, Oui, on est sur la conscience collective. Est-ce que tu as oui, autre oui. chose à... Alors là, il y a une sorte de piste qui semble se développer, à laquelle je touche, qui est la notion d'antagonisme extrêmement puissant entre les puissances politiques et qui semble vraiment être en résonance. Donc, ce qui fait qu'il y a c'est un petit peu comme si il y avait une communication énergétique entre les deux, autant au niveau de son existence dans la conscience collective que même à un niveau purement physique. Hmm, pas nécessairement quantifiable, euh, mais voilà, il y a une sorte de lien et de connexion qui est un peu bilatéral ou trilatéral, vu que voilà. Euh, si- donc voilà, ça c'est un aspect qui se rajoute au tout venant, à l'habituel cirque qui est récurrent dans ce pays. Il y a ça. Euh, Au niveau des consciences, les positions ne sont pas bouleversées. Les climato-sceptiques restent climato-sceptiques. Euh, les, voilà, les lignes partisanes sont respectées. Tout le monde reste à sa place. Il n'y a pas de mouvement global de pousser dans un sens ou dans l'autre. À un niveau individuel, il peut y en avoir, mais bon, c'est pas la question. D'accord. 5e question. Observe maintenant, Julien, les répercussions sur la conscience collective mondiale. Euh, c'est un arbre qui tombe dans la forêt, quoi. Ça existe, mais au niveau global, je ne perçois rien de particulier. Hmm. L'image est très belle. Alors ensuite, compare l'ouragan Katrina, l'ouragan Hélène, l'ouragan Milton. Quelles sont les informations les plus importantes que tu perçois de ces phénomènes? Euh, donc, il y a des composantes physiques, naturelles, qui sont à l'œuvre, indépendamment de toute cause énergétique. Il y a, ça serait à chaque fois des phénomènes explicables d'un point de vue scientifique, qui sont aussi à un niveau plus métaphysique, plus énergétique, liés à des cheminées cosmotelluriques qui, euh, euh, qui sont activées, qui sont stimulées par la, l'activité psychique, émotionnelle, énergétique, humaine,
Mmh. autant en Amérique du Nord. Oh non, c'est pas autant. En fait, j'ai pas. C'est un petit peu comme s'il n'y avait pas de connexion avec le Mexique et les pays qui sont au sud de la frontière. Et j'ai pas non plus le Canada. Non, c'est vraiment Amérique, genre les USA, quoi. Ça semble vraiment rattaché à l'activité de ce pays. Et j'ai le mot, genre l'État de Pennsylvanie. Je sais pas exactement, genre qui est venu. Mmh. Euh, Ce serait un petit la vision qui me vient, ça serait comme s'il y avait même une frontière qui partage verticalement les États-Unis en deux, et que c'est quand même un phénomène qui est plus en relation avec la partie est du pays. D'accord, c'est ce qui te vient en lien avec la comparaison des ouragans, en général? Ouais, alors, Ouais. tac, tac, tac. Oui, je regarde s'il y a autre chose. Est-ce que tu veux que je te repose la question ou Non, non, pas? c'est bon. Non? Euh, Les informations les plus importantes. Il y a euh, ça fait un petit peu comme si c'était une poule qui pondait un œuf. Donc il y a une sorte de contraction de et après, hop, ça finit par sortir. Ça, j'ai un élément connecté aux différentes. Aux différents phénomènes, Ouais, exactement. C'est un petit peu mmh, comme si il y avait un temps de gestation, et quand les choses sont alignées, que ça peut bien sortir, hop, bon, bah, tu vas avoir l'éjection de ce phénomène. d'accord, je comprends. Alors Julien, maintenant, tu fais un saut dans le futur et dis-moi quel phénomène de caractère catastrophique tu perçois comme se produisant aux États-Unis et quelle est la cause de leur formation? Alors, alors, j'ai des probabilités, euh, pas nécessairement fixées dans la pierre, euh, et ça peut varier en fait en termes de temps, mais on va avoir bah, les habituels tremblements de terre de la côte ouest, euh, qui, qui a plusieurs voies possibles, mais ça pourrait même se calmer, mais il y a une petite probabilité que ça soit qu'il y ait une sorte d'événement majeur de ce côté-là, au niveau de la faille de Sant'Andrea. Euh, mais c'est 5% ou moins. Après, j'ai des, euh, des phénomènes d'érosion des fondements de sol qui sont dus au fracking. Euh, j'ai la possibilité assez forte de pipelines qui sous des pressions qui seraient physiques, bah, pourraient se rompre et provoquer des catastrophes assez importantes d'un point de vue écologique.
Après, il y aura les tornades, ouragans classiques, ça va continuer de défiler, mais un petit peu business as usual. Une certaine, enfin, c'est la régularité. Il n'y a pas de trucs énormes. Après, il y a des feux. En Californie. Là, il pourrait en avoir de gros l'été prochain, quoi. Mais voilà, c'est... Mhm. Ok, d'accord. Bon, c'en est terminé pour les questions fixes, Julien. Oui. Donc, on continue d'investiguer. En ce qui concerne les différents caractères catastrophiques à travers les États-Unis, est-ce que tu perçois une production artificielle ou naturelle? Donc là, tu fais référence à d'autres phénomènes que Milton. Oui, donc là, par rapport à la dernière question, tu Mm. parlais par exemple de feu ou d'écroulement, d'éboulement du sol. Il y aurait peut-être, j'imagine, des... beaucoup d'eau, Mhm. des pluies Alors, déluviennes, ou non. est-ce que c'est produit de manière artificielle ou naturelle? Alors, le truc, c'est que la frontière entre les deux n'est pas nécessairement euh, clairement définie. Voilà, C'est la en première résonance. chose qui te vient. C'est en résonance avec l'activité humaine. Donc, Mhm, il y a des causes mécaniques, on va dire pollution, traitement des sols, etc. Mais je le sens plus en relation avec l'âme américaine, avec les mouvements de foule, euh, au niveau voilà, de la conscience, des luttes intestines, des points de focalisation, voilà, qui rentrent en résonance et qui favorisent l'apparition de certains phénomènes euh, qui ont déjà une base physique. C'est-à-dire que mhm. la structure du sol, euh, du climat, des courants, ne demandent qu'à être amplifiés pour provoquer des trucs plus ou moins puissants. Ok. Donc on y voit à la fois un caractère naturel et un caractère provoqué. Voilà. Mhm. Au début de cette investigation, tu parlais d'un cône jaune, il me semble, aux Oui. prémices de l'ouragan, que Mhm. ce cône jaune venait du sud. Mhm. Est-ce que tu peux fixer ton attention dessus? Et à 3, tu plonges dans le cône jaune et tu me dis ce que tu perçois. 1, 2, 3. Ok. Donc là, je suis descendu à l'intérieur. Oui. Il y a, il y a comme une poussée qui n'est pas naturelle. Euh, euh, et là, ce que ça donne, c'est c'est un peu, voilà, ça donne l'impression que l'énergie générale est instrumentalisée, qu'il y a euh, comme s'il y avait quelque chose qui l'a canalisée pour que ça vienne s'insérer. Elle pourrait éventuellement se disperser, mais Mhm. elle est,
Ouais, il y a quelque chose d'artificiel dans le phénomène. Ok, quand tu parles d'énergie générale, on parle de quelle fréquence? L'énergie collective? La colère, dégoût, Mhm, manque de confiance, et ainsi de suite. Je vois les, mhm. Les énergies de basse fréquence. voilà. Ok. Alors Pas tu remontes le pas de peur par contre, tu vois? C'est vraiment plus sur la haine et la colère, c'est la la rage, tout ça? elle est oui, la peur n'est je l'aperçois pas là-dedans. Elle est pas Non, utilisée, d'accord. Pas aux prémices de l'ouragan, en tous les cas. non, pas à cet Mm. endroit-là. Donc tu remontes le fil et tu prends l'information, tu me dis qui instrumentalise ces fréquences, ces basses fréquences. Qui Alors, ou quoi? c'est, quelque chose de mixte. Mhm, Je vois les premières choses qui me sont venues, c'était des présences, humaines qui sont dans une sorte de salle de réunion. mhm. Hem et il y a la notion que, je veux dire, je les vois pas comme étant, manipulés ou autres. Ils utilisent des, technologies, qu'ils n'ont pas développées eux-mêmes, en tout cas pas entièrement. D'accord. Heu, Donc tu parles d'humain, on est sur le plan physique? oui, oui. Ok. Qu'est-ce que tu vois au sujet de ces humains? Qui sont ces humains? Alors sans les nommer évidemment, mais de quel bord sont-ils? Quelles sont leurs activités en général? Ces humains. Alors, on pourrait dire que ce sont, des, des gens puissants, Mhm. au-delà, des votes. Hem, hem, et des gens, Inspire, tu vois, Julien. des gens qui sont riches, voilà. Voilà. Inspire. Voilà. Détendu. Donc Et ces gens riches, ces gens puissants sont en réunion et ils décident de provoquer un cyclone ou des cyclones, en tout cas là, le cyclone Milton dont on parle. ouais, mais c'est, Pourquoi? il y Quel est le a but? c'est pas un but concerté et même la notion de salle de réunion, c'est une image Mhm. de parce ils se réunissent pas physiquement pour discuter ces choses-là et D'accord. donc mais c'est pas non plus, la grande réunion avec webcam, du Oui. conseil, des vilains, d'un film de super-héros. C'est plus, hem Tu veux dire qu'ils le décident ensemble? c'est pas comment dire? C'est, ça ressemble plus à, heu, des gens qui capitalisent sur, les mouvements de foule et donc qui les excitent et qui s'en nourrissent en quelque sorte, c'est-à-dire financièrement, hein, ou en tout cas ils en retirent des bénéfices et le fait que, ils jouent avec ces forces humaines
eh bien, ça les attise et ça amplifie et ça... Genre, il n'y a pas de complot. Je vois, c'est une... il y a personne, genre, en tout cas, je ne perçois pas des gens qui disent, tiens, on va provoquer un ouragan. Et c'est juste des gens qui... euh, C'est le amplifient. résultat d'un égrégore? euh, En quelque sorte, oui. En fait, disons qu'il joue avec les égrégores, qu'il les aiguille. Voilà, oui, Voilà. très bien. Ok, ils utilisent aussi une technologie, tu me disais, une technologie non élaborée par eux-mêmes. Cette technologie vient d'où? Alors, il n'y a pas un artefact, un item qui sort c'est-à-dire qui a été offert par des puissances extraterrestres ou autres. C'est pas comme ça. C'est à mesure, la technologie, la gestion de l'information, eh bien, il y a des composantes euh, euh, externes, en fait, en créant des intelligences artificielles ou autres, eh bien, le poids de la conscience des humains qui sont derrière se voit réduit face à des créations et qui peuvent rentrer en résonance avec certaines consciences, certains phénomènes. Et du coup, c'est pas quelque chose nécessairement toujours de maîtrisé, délibéré. Il y a des mouvements, des emballements qui sont pas nécessairement vus et compris et qui s'insèrent, qui vont peser. Et après, tout ce qu'ils ont à faire, les gens qui exploitent ça, c'est juste reconnaître les tendances. Peu importe en fait la source, peu importe les choses qui vont euh, attirer, capter l'attention des humains, voire des consommateurs. C'est tout ce qu'il faut, c'est juste le reconnaître et l'exploiter. Et ça, ils savent faire. Donc Mhm. voilà. Ok, donc ils savent exploiter l'égrégore en tous les cas. Voilà, les reconnaître et les utiliser. D'accord. À l'aide de technologies comme l'intelligence artificielle, etc. C'est ça? Voilà. Ok. Alors, inspire à nouveau. Détends-toi, toujours détendu, le mental de côté, Julien. Et au début également de l'investigation, tu as tout de suite perçu des visages comme des tempêtes d'âme à Mhm. l'intérieur de l'ouragan. Mhm. De quoi parle-t-on exactement? Ah, ça pourrait ressembler à un dessin animé. Oui. Maintenant, c'est ce que ça m'évoque, où il y a différentes personnes qui se battent, comme dans les Looney Tunes, et on voit un ouragan, et parce que ça symbolise le mouvement, ils sont en train de se battre les uns contre les autres, et donc il y a juste le mouvement, et de temps en temps, il y a un visage qui émerge et qui va dire quelque chose. Donc c'est la tourmente, c'est la un cyclone euh, d'énergie en conflit qui sont qui, qui pourraient partir chacun de leur côté, mais il y a quelque chose, il y a une force qui quand même fait en sorte que ils reviennent les uns vers les autres et ils s'énervent et ils sont Et, ramenés et hop ils hmm, s'énervent et encore ouais, ils je sont comprends. captifs. Il y a un mouvement comme ça, ils se rassemblent,
ça s'écarte, ça se réunit, mais tout de même, il y a des visages. Oui, Donc les visages, de quel visage est-ce que tu parles? Des visages c'est de c'est de c'est pas un désincarnés ou? non, non, c'est pas un visage d'une personne en particulier. Mmh, C'est le principe du visage, c'est-à-dire, il y a, des êtres, ouais, des gens qui sont pris dedans et qui, ouais, voilà, ce sont quand même des consciences. voilà. C'est pas des hologrammes. OK, Non, j'ai pas ces notions-là. d'accord, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses, d'autres idées qui te viennent, d'autres images, des mots en lien avec le cyclone Milton? Hem, bah, dans la médiatisation, pour revenir à une de Mmh, tes questions précédentes, tu as toujours les mêmes mouvements. Tu as des mouvements qui attisent et tu as des mouvements qui calment. Et il y a des élans de, de philanthropie, de solidarité qui sont encore présents. Et, euh, et à travers cette générosité, il y a, ça a un effet calmant, euh, ça a un effet soignant. Il y a une piste de réconciliation pour peu que bah, cette énergie d'amour et d'apaisement? d'apaisement ne soit pas saisie par et instrumentalisée par des, bah, des mouvements où on a envie de pointer des responsabilités, des incompétences, et ainsi de suite, quoi. Mmh. En se focalisant sur le positif, eh bien, les, il y a beaucoup d'Américains qui soignent leur pays, qui soignent genre, pas juste leurs voisins, pas juste les sinistrés, mais ouais, qui ont un effet positif sur la conscience du pays. D'accord, bien. Néanmoins, on a recensé 26 décès. Mhm. Fixe ton attention sur, cette information. 26 décès. Que deviennent ces âmes, en règle générale ou alors, selon ta conscience, qu'elles te mènent vers un décès, une âme humaine qui décède lors de ce cyclone? Que devient-elle? Quelle information perçois-tu? Alors, il y en a une Mmh. qui a attiré mon attention. Et autant bah, le corps a été secoué, bah, l'âme, c'est un peu pareil. À, pour elle, au niveau ésotérique, il y a une transposition du phénomène naturel qui, euh, qui la secoue, qui l'attire, et, euh, et du coup, elle rentre dedans, elle rentre dans l'après-vie en état de panique, Mmh. de, de peur, de préoccupation pour elle, mais aussi pour des êtres chers euh, qui sont pas dans la maison, qui sont ailleurs, quelques rues. C'est des gens qui doivent habiter dans la même ville, voilà, quelques rues de là. Et donc, ouais, il y a ces choses-là qui font que je ne vois pas d'interférence, mais je vois ces attachements, tout ça, ça fait qu'elle se retrouve elle se retrouve bloquée
voilà, elle y est, on pourrait dire qu'elle y est encore, pas, Ouais, juste pour le temps qu'elle existe. je comprends que cette âme que tu as choisie naturellement, reste bloquée de par son attachement, donc c'est comme un contrôle mental et aussi sentimental finalement. Ses émotions en lien avec les voisins, avec, les personnes qu'elle affectionne. Mmh. Mmh. Donc, est-ce que donc tu n'as pas vu d'interférence? Non, je Ces n'ai pas vu. énergies ne sont pas récupérées? Je ne l'ai pas vu pour cette personne-là d'interférence. D'accord, très bien. Hem, d'accord, bon, je pense qu'on en a terminé. Julien, Oui. voilà, tu vas revenir tout doucement, tu prends une profonde inspiration et petit à petit, tu vas revenir dans la physicalité. Je vais compter jusqu'à 3. Avec le 1, tu te sens léger, confortable, aérien. Avec le 2, dans tes fréquences, tu réintègres ton corps complètement depuis les pieds, les jambes, le bassin, dans ton espace. Tu reviens avec ton énergie, ton équilibre, en paix. Et avec le 3, tu peux ouvrir les yeux. Tu vas bien? Ça va, oui, oui, ça va. Je te Oui. remercie. Eh ben, dis donc, quel discours. Je te remercie beaucoup, Julien. Avec plaisir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua
diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali, per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione
e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione,
non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo
sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.